Bonjour à tous, bienvenue dans Business Model, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Et pour entreprendre, il faut de l'ambition, beaucoup d'ambition. C'est le cas de mon invité aujourd'hui. De l'ambition, il en a à revendre. Bonjour Moussa. Bonjour Thomas. Vous allez comprendre quand je vais vous dire qu'il lance un concurrent de Google. Rien que ça, un moteur de recherche, hein, on peut dire ça, c'est ça l'ambition de Mayan. On va y revenir, mais on commence souvent cette émission par un petit point sur l'actualité. Qu'est-ce qui retient votre attention, vous, ces dernières semaines ? Alors ces dernières semaines, il y a plusieurs sujets qui retiennent mon attention. Le premier, c'est un peu toutes les licornes qui se créent sur le continent africain. C'est un sujet qui est vraiment très très intéressant quand on voit l'essor et l'engouement finalement qu'il y a sur le continent africain autour des startups. Une licorne, hein, c'est une société, une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. C'est ça le statut de licorne. C'est le statut de licorne, effectivement. Et toutes ces startups émergent sur le continent africain. Alors il y avait une grosse tendance avant sur l'Afrique anglo-saxonne, pardon. Ouais. Et donc du coup, maintenant on est passé sur l'Afrique francophone avec la première licorne qui est Wave, qui vient de lever, qui vient d'atteindre les plus d'1 milliard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que à la fois l'engouement pour l'Afrique se voit, parce qu'il était déjà là. Je pense que ce n'est pas sur les 2 dernières années qu'il s'est créé, mais sur les 5-10 dernières années, où il y a eu un travail de fond qui s'est créé. Et cet engouement maintenant pour les startups, on le voit juste un peu plus. Avant, il n'était pas marketé, il était existant, mais pas marketé. Et avec de l'argent qui vient du monde entier, pas uniquement d'Afrique. Effectivement. Alors ça, c'est à la fois un problème de riches, et un bon problème et un mauvais problème. Alors ces licornes-là, elles sont effectivement présentes sur le continent africain. Leur siège est basé aux États-Unis ou en Europe, la plupart du temps, parce que c'est ce qui permet de lever des capitaux, de gros capitaux. Quand on veut atteindre 1 milliard, on n'atteint pas en francs CFA, malheureusement. Mais donc du coup, on préfère l'atteindre avec des dollars, et donc du coup, ça crée des licornes qui sont basées à l'étranger. Et donc, ce que j'entends dans vos propos, c'est qu'il y a quand même une petite déception, méfiance, en se disant c'est dommage que finalement, ça ne soit pas 100% africain ? Alors forcément, parce que quand on regarde les différentes licornes qui se sont créées sur les 5-10 dernières années, c'est Jumia par exemple, qui avait un siège en Allemagne, à Dubaï, mais pas en Afrique. Alors ils ont commencé à ouvrir des bureaux sur le continent africain, au Nigeria, au Kenya. Et du coup maintenant on a Sendwave qui effectivement a levé plus d'1 milliard, mais qui a un siège aux États-Unis. Mais c'est peut-être une transition, ça va arriver sans doute. Enfin, la logique voudrait qu'à mesure que tout le monde se développe, ça soit le cas. C'est-à-dire qu'avec un écosystème finalement comme en Europe, hein, on était en retard par rapport aux États-Unis, l'Europe essaie de rattraper, l'Afrique va arriver. Je reste un afro-optimiste, donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à dire que ça va arriver. Et Google d'ailleurs, hein, qui a annoncé aussi qu'il allait investir beaucoup sur le continent africain. Ouais, complètement. Ils ont décidé d'investir 5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Pour faire quoi ? Sur le continent africain. Alors il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est d'accompagner les startups africaines, donc sur le continent africain. Donc là, je crois que c'était à hauteur de 1 milliard pour la partie startup. Ensuite, ils ont décidé d'attribuer une partie sur google.org. Donc c'est leur programme autour des associations. Et donc du coup, ils veulent aller driver des sujets qui sont à la fois avec un impact social, mais un fort impact technologique. Par exemple, la reconnaissance de bâtiments depuis une vue satellite, par exemple, ou avec de l'IA. On va rajouter effectivement la possibilité de déceler tous les bâtiments depuis le ciel, limite, sur le continent africain. On peut imaginer des scénarios comme ça, quoi. Donc oui, à mesure que finalement cet argent va arriver, il va y avoir aussi l'émergence d'un écosystème un terreau de plus en plus fertile. Autre sujet qui retient votre attention ces dernières semaines, est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'était principalement les 2 gros sujets qui retenaient mon attention. C'est les 2 sujets qui retenaient mon attention. Un continent africain qui fait aussi souvent des sauts technologiques. Ouais. Ça, on en a parlé en préparant l'émission. Oui, complètement, la blockchain. La blockchain, oui. la fameuse blockchain. Ça, vous y croyez beaucoup. C'est-à-dire que vous pensez que ça va être une des clés de l'ouverture, pas que de l'Afrique d'ailleurs, hein, dans le monde entier, ça bouleverse beaucoup de choses. Mais en Afrique, ça va être particulièrement important. Pourquoi ? J'y crois énormément. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on regarde les cas d'usage qui sont déployés sur le continent africain, ils sont juste magnifiques. Quand on voit que le fondateur de la blockchain, de la crypto Cardano, va créer une identité pour 3 millions de personnes au Nigeria,
on se dit mais comment il va faire? Parce que généralement, on avait toujours ces problèmes autour de l'identité à cause de la politique finalement. Mais du coup, ils sont arrivés sur le chemin et ils ont dit on veut créer 3 millions d'identités sur le Nigeria. Et donc ils vont baser ces identités sur la blockchain. Et finalement, l'identité, c'est un petit peu la base, finalement, quand on veut vivre absolument partout dans le monde, quand on veut être un citoyen du monde, finalement. Exactement. Et ils ont fait la même chose en Éthiopie, pour le coup. D'accord. Donc en fait, vous pensez que ça va être un vecteur aussi d'évolution très fort et que ça va permettre d'apporter des services qui n'étaient pas forcément accessibles jusque-là? Complètement. Je pense surtout que ça va permettre d'avancer rapidement. Parce qu'on a besoin de rapidité aujourd'hui sur le continent africain. On a besoin d'aller sur des cas d'usage concrets rapidement, comme les identités. C'est un excellent cas d'usage. Et après, autour de la blockchain, on drive énormément de choses. On drive la contrefaçon de sacs à main, on drive la contrefaçon de médicaments. On peut driver énormément de choses. Quand on regarde les sujets qu'il y a aujourd'hui en Europe, c'est pas pour rien qu'un une grande ponte du luxe veut implémenter la blockchain dans ses sacs à main. C'est pour affecter, du coup, éviter la contrefaçon, gérer la seconde main, parce qu'il y a la seconde main dans le marché du luxe, c'est un marché qui est énormissime. Et quand on veut reconnaître un sac Louis Vuitton, par exemple, on sait qu'on peut reconnaître un sac Louis Vuitton avec de la blockchain. Bon, on va parler maintenant de Mayan, Moussa, si vous voulez bien. Mayan, c'est la seconde entreprise que vous créez à 27 ans, tout juste. On va revenir plus tard dans l'émission sur votre parcours, mais arrêtons-nous sur Mayan. Ça semble fou de se dire que 20 ans, un peu plus après Google, on ait envie de se lancer dans le moteur de recherche. Qu'est-ce qui a fait naître cette idée ? Alors, il y a plusieurs choses. Google est aujourd'hui un navigateur, donc du coup, à dissocier du moteur de recherche, mais globalement, ça reste le même environnement. Et donc, du coup, j'ai toujours rêvé grand, pour être honnête avec vous. Oui, on disait, c'est le thème de l'émission, l'ambition. Hein, c'est un moteur très fort chez les entrepreneurs. Et vous allez nous expliquer comment est née cette ambition. Oui, complètement. Comme je vous disais, j'ai toujours rêvé grand. C'est-à-dire que pour moi, ces modèles-là, c'était le Saint Graal. Attraper une société comme Microsoft, Google ou des sociétés comme ça, pour moi, c'était mon objectif. Voilà, c'était mon ambition. Dès tout petit. Dès tout petit, finalement. À mon époque, on voulait devenir astronaute. Et vous, c'était devenir Google ou Microsoft. Je me suis dit, why not? Pour le coup, c'est vrai que astronaute, ça me passionne aussi. Hein, je vais vous avouer, parce que pour le coup, c'est vrai que ça fait rêver d'aller voir les étoiles. Mais c'est vrai que j'ai toujours été inspiré par ces modèles-là. Ces modèles qui sont pour moi... comme je le disais précédemment, le Saint Graal, travailler pour un Google ou un Microsoft, déjà travailler pour eux, c'était déjà une ambition. Je me souviens avant, donc moi j'ai grandi à Blanc-Ménil, donc dans le 93. Je suis né à Bagnolet, donc avoir cette ambition à cette époque-là, c'était quelque chose de très grand. Et donc du coup, j'ai déménagé avec mes parents en Seine-et-Marne. J'ai continué à garder et à cultiver cette ambition. J'ai fait... combien de travail en même temps pour cultiver encore cette ambition. Je le racontais encore la semaine dernière sur LinkedIn, par exemple. J'étais Uber à un moment donné. J'ai rencontré des personnes de Microsoft qui montaient dans mon Uber. Donc j'ai commencé à tisser des liens comme ça avec ces personnes-là. Et j'ai créé même une histoire comme ça, finalement. Et parce que j'ai rejoint Microsoft 1 an et demi après avoir été Uber, ou travaillé pour Orange ou pour Free. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup on va revenir sur votre parcours personnel aussi, mais sur l'entreprise déjà, sur Mayan, faut nous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez faire? Complètement. Alors, Mayan, aujourd'hui, ça fonctionne très simplement. C'est un moteur de recherche, comme vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours, comme Google ou même globalement. Et le business model de ces sociétés-là est de se dire qu'on gagne de l'argent avec les publicités qui redescendent. Donc un Booking ou même un Télésud va faire une publicité de marketing digital sur ces réseaux, sur ces moteurs de recherche. Et donc à chaque clic, on génère des revenus. La moyenne des enchères, on est entre 20 et 50 centimes du clic. Donc du coup, ça vous donne rapidement une idée de comment Google est devenu milliardaire. Génère des milliards, pardon. Et donc du coup, ce business model-là, il est éprouvé. Il est fonctionnel depuis des années. Et il y a eu une première tendance autour de la privacy. Google, c'est 90% de part de marché quand même. Donc c'est quand même... Oui, alors c'est ça qui est fou et qui est très ambitieux, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut se faire une place au soleil à côté d'un géant pareil. Il y a eu des tentatives, hein. On pense à Quant par exemple. Ça n'a pas l'air d'être un énorme succès.
Finalement, je pense que le discours, il faut être plutôt très terre à terre. Dire qu'on veut concurrencer Google tout de suite, c'est très compliqué parce que finalement, ils sont établis, ils ont des milliards et forcément, quand tu veux concurrencer des milliards, il faut des milliards. Donc du coup, je pense qu'il faut se dire déjà qu'on veut essayer de se faire une place. Et c'est ce qu'a très bien fait par exemple Ecosia, où ils vont chercher 12 millions d'utilisateurs mensuels. Ecosia, ils font un moteur de recherche. C'est exactement, qui redirige 80% des revenus sur la plantation des arbres, par exemple. Alors voilà, et c'est ça l'idée, c'est de se dire, pour exister, il faut être différent. Et vous, Oui. votre idée et votre différenciation, c'est de se dire, on va reverser une partie de nos revenus, nos bénéfices, 30%, je crois. 30% exactement. Vers des projets africains, des ONG, des choses caritatives. Oui, c'est l'objectif, effectivement. On veut donner 30% de nos revenus pour des associations. L'objectif, c'est de choisir les projets. Le premier, ça va être autour de l'agriculture. Donc on veut aller louer des terres ou acheter des terres et donner en fait les moyens aux agriculteurs de travailler. Mais c'est vous qui allez faire ça ou vous allez le donner à des associations dont c'est la spécialité? On a effectivement les deux modèles. L'objectif, c'est effectivement d'aller chercher des associations parce que l'expertise, on ne l'a pas. Ce serait mentir de dire qu'on a 10 ans d'expérience dans l'agriculture, ce qui est faux. Par contre, je connais des associations qui, elles, ont 10 ans d'expertise, quoi. Et donc ça veut dire que, en fait, vous vous situez dans l'économie sociale, on pourrait dire, à impact. Et c'est ça l'idée, c'est de se dire, plutôt que de donner tout cet argent à Google, eh ben, autant en reverser une partie sur des projets à but non lucratif. En fait, c'est ce qui plaît aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, il y a eu une première tendance autour de la privacy. Donc Quant est un parfait exemple. DuckDuckGo est dans les termes aussi. Ils ont des business models qui sont compliqués. Forcément, les revenus, Quant n'est toujours pas rentable. Je crois que peut-être qu'ils ont dépassé la rentabilité récemment. DuckDuckGo fait de l'argent. Et donc cette première tendance-là est complexe, mais elle est nécessaire. La privacy, c'est nécessaire aujourd'hui. Et il y a le deuxième modèle où on va s'instruire à la fois dans une confidentialité importante, mais aussi dans le social. Et ce business model-là, depuis 5-6 ans, il a maturé, il a grandi, et donc du coup, il y a des champions qui se créent. Donc c'est comme ça que vous dites, tiens, pourquoi pas moi, j'ai une idée différenciante, on va utiliser cet argent pour ces projets. Alors après, il y a la question de comment on fait. Techniquement, c'est pas simple. C'est pas simple, effectivement. En fait, c'est pour ça que vous avez parlé de mon premier échec. Avant, quand j'avais cette passion, et je l'ai toujours pour les moteurs de recherche ou les navigateurs tout court, on pensait tout de suite à reconstruire un modèle comme Google. Donc on essayait de savoir et de se dire, on va utiliser les mêmes sources que Google, qui sont publiques, finalement. Tout le monde, entre guillemets, peut créer un moteur de recherche parce que les sources sont disponibles. Et donc, du coup, on partait sur cette première idée-là. C'est du temps, de l'argent, et c'est complexe, finalement. Et donc, c'était mon premier échec, parce que j'ai pas réussi. Et on apprend de ses échecs. Et on apprend de ses échecs. Donc, deuxième tentative, comment vous y prenez? Deuxième tentative, le business model est différent. J'apprends qu'il y a des sources de Microsoft qui sont aussi disponibles. Donc on peut aller, ce qu'on appelle, taper dans des API. C'est un moteur de recherche en marque blanche, c'est-à-dire qu'on peut prendre Bing et puis le repeindre à ses couleurs. Exactement. En fait, c'est exactement ça. Donc demain, si je veux faire un moteur de recherche sur, je sais pas, pour reverser des fonds à une association qui me tient à cœur, je peux l'utiliser. Vous pouvez, effectivement. Donc c'est ça votre idée? C'est ça. Mon idée, c'est ça. Votre modèle? C'est ça, c'est le business model. Le business model, c'est on prend du Bing, on le repeint version Mayan, et on génère des revenus et on donne 30%. Donc très simple. Donc la technologie n'est plus une barrière. Ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut payer Microsoft. Mais si en effet ça fonctionne bien, ça sera rentable, il y a de la marge. Comment est-ce qu'on se fait connaître? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive justement, encore une fois, à exister dans ce monde où il y a beaucoup d'offres. C'est limite le seul gros challenge qu'on a. C'est comment on se fait connaître. Alors forcément, il y a les médias. Comme on le fait aujourd'hui, par exemple. Il y a la partie média papier, forcément. Et derrière, il y a les ambassadeurs et les influenceurs. L'objectif, ça va être d'aller chercher un énorme ambassadeur qui va être très connu sur le continent africain, mais pas que, à l'international, parce que cette dimension internationale, elle est très importante. On a beaucoup de nos recherches qui viennent des États-Unis. Oui, parce que votre moteur de recherche, il n'est pas destiné uniquement à l'Afrique. Ce n'est pas fait pour les Africains en Afrique. C'est fait pour le monde entier. C'est fait pour le monde entier qui a envie d'impacter l'Afrique. Alors forcément, en tant qu'Africain, on se dit touché.
Et si on n'utilise pas Mayan, du coup, je me demande comment on veut impacter facilement le continent africain. Donc, il n'y a pas plus simple, je crois. Alors, ces ambassadeurs, comment est-ce qu'on va les chercher? Parce que quand on est un jeune homme de 27 ans, qu'on n'a pas forcément derrière soi encore toute l'expérience et la réussite qu'on espère, comment est-ce qu'on les convainc? La pugnacité et le réseau. On peut en parler là, de qui est-ce que vous cherchez à toucher? Non, pas vraiment, mais on peut parler effectivement des ambassadeurs aujourd'hui. Quand on parle d'Afrique, on sait qui sont les personnes qui sont les plus connues sur le continent africain. On sait que les sportifs souvent. Il y a les sportifs, il y a les businessmen. Je pensais tout à l'heure à Tion Yang par exemple. Tion Yang qui est l'ancien directeur de campagne d'Obama par exemple, qui a une histoire qui est frappante. Donc c'est des gens comme ça que vous cherchez à réunir? Oui, complètement. Parce qu'ils ont une communauté, ils ont une histoire à raconter. Mayan, ça vient d'où? Comment c'est né ce nom? Alors Mayan en fait ça veut dire Maya Angelou. Donc Maya Angelou qui était une militante afro-américaine qui a longtemps milité en Afrique auprès des personnes que l'on connaît très très bien. Et donc du coup dans le nom Maya il y a 2 Y. Les 2 Y qui représentent les cornes des girafes. D'accord. Qui ne sont pas d'ailleurs des cornes mais juste des os. Mais du coup quand on redescend sur le logo Mayan, on voit cette tête de girafe qui apparaît, qui représente la sagesse pour moi finalement. Et alors les prochaines étapes, donc c'est trouver en effet des ambassadeurs qui vont vous aider à vous faire connaître. Ouais. Et après, comment est-ce que vous voyez les choses? Forcément, la levée de fonds va arriver sur la table parce qu'on veut accélérer et donner un grand coup d'accélérateur. Ça, vous avez commencé à discuter avec des financiers? Alors, des financiers, oui, parce qu'à la fois, il faut qu'on puisse prédire notre avenir, savoir combien on veut lever, finalement. C'est un peu tout le travail qu'on a à faire en amont. Et c'est vrai que du coup, il y a 2 options qui sont présentées à nous. La première, c'est de faire une levée de fonds classique. Donc les levées de fonds qui sont très connues aujourd'hui et qui permettent de lever et de créer des licornes, donc avec des capitaux. Et il y a la levée de fonds en crypto-monnaie qui aussi nous intéresse finalement. Et on revient à la blockchain alors. On en revient à la blockchain. C'est d'où ma passion pour la blockchain finalement. Bon Moussa, on va parler maintenant de votre parcours. On a commencé à évoquer le sujet. On va revenir sur ce parcours atypique. Donc de chauffeur Uber à concurrent de Larry Page et Sergey Brin, hein, c'est ça en fait l'ambition. Ça. Mais c'est très important l'ambition. En effet, beaucoup de gens finalement s'auto-censurent, se disent bah non, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver. Comment est-ce qu'on passe outre ça? Et c'est très français, hein, quand on grandit dans un univers français, européen même, on est très critique et on essaie de rabaisser finalement ceux qui ont de l'ambition. Comment est-ce que vous avez réussi à ne pas être étouffé par ces critiques? Alors, il y a plusieurs choses. Comme vous l'avez dit, j'ai une histoire qui est assez atypique. Donc, j'étais chauffeur Uber à un moment donné aussi dans ma vie. J'ai travaillé pour Orange, j'ai travaillé pour Free en même temps. Et je travaillais effectivement beaucoup. Alors, j'ai une histoire parce que j'ai quitté chez mes parents il y a 19 ans, je crois. Et donc, je suis parti avec ma femme prendre un appartement. Et donc, du coup, il fallait travailler. Voilà, il fallait travailler, il n'y avait pas le choix. Maintenant, je pense que ce goût du travail, je l'ai eu depuis le début. Il y a ma famille qui m'a aussi beaucoup influencé. Mon père a été une personne qui a le goût du risque. Peu importe ce que je lui dis, il m'a dit vas-y. Oui, ça c'est rare, c'est les parents. J'ai pas eu un père qui me disait, qui était très pragmatique. Ma mère était pragmatique, mais c'était toujours pour mon bien, forcément. Mais mon père était goût du risque. Peu importe ce que je lui disais, vas-y, fonce. Ouais. C'est dans l'éducation, en fait. C'est dans l'éducation, c'est dans les personnes que l'on côtoie. Je pense que quand on côtoie des personnes qui nous disent « Écoute Moussa, je pense que ta vie, je la vois déjà tracée, tu vas réussir ». Je pense que ça influe énormément sur notre mindset. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très très important pour la vie d'un jeune sur la période 19-25 ans. Et donc on prend des risques, parce qu'on vous dit vas-y fonce, et donc on a des réussites, on a des échecs, et donc quand on apprend à faire du vélo, faut remonter en selle. Exactement. Il faut remonter en selle, il faut réessayer, mais je pense que l'échec vous permet de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Quand vous échouez une première fois, vous savez si vous vous releverez vite ou pas. Si vous vous relevez vite, c'est que vous êtes fait pour ça. Si vous ne vous relevez pas, finalement, pourquoi pas? Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes né en France, Moussa? Né en France, éduqué en France, effectivement. Et comment est-ce que, justement, on vit cette relation avec l'Afrique? Parce que, finalement, on a des origines africaines, mais j'imagine qu'on voit ça de loin, quand un petit Français. Oui, complètement. Non, c'est le cas, pour le coup. En fait, on a plusieurs identités.
qui se révèle quand on arrive sur le continent africain. On n'est jamais vu comme une personne de là-bas. C'est un peu quand même pareil en France, on n'est jamais vu comme une personne d'ici finalement. On est entre les deux en et on est permanence. entre les deux finalement, ouais, c'est exactement. Et il y a énormément de personnes de la diaspora qui se retrouvent dans ce discours-là. Ouais. Parce qu'on a envie de retrouver cette identité africaine qu'on a perdue parce qu'on est venu en France s'éduquer, travailler et puis gagner de l'argent. Et donc du coup, on essaie toujours de se retrouver dans cette identité africaine, c'est important. Et vous, c'est un rêve, vous dites à un moment donné, j'irai revivre là-bas, Ouais. Complètement. m'installer, Complètement. développer une entreprise. Sans aucun doute, la maison est prête. Bon, on revient à votre parcours parce que quand même c'est assez intéressant cette ambition, cette pugnacité. Donc chauffeur Uber, vous faites des études quand même. C'est pas juste je gagne de l'argent et après je réussis parce qu'il faut rentrer chez Microsoft. Complètement. Alors, si je reviens sur mon parcours version longue, je fais un premier BTS en alternance. Donc, je travaille chez Vitogaz pendant 2 ans, donc négociation relation client. Je me dis qu'un BTS est suffisant, c'est super. Je me mets à travailler. Je vais travailler chez Centrapel, donc Free, pour faire du dépannage des Freebox en niveau 2, par exemple. Et là, je me dis, ouais, en fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous dites, il faut que j'ai un bagage culturel, intellectuel, de connaissances académiques plus fort. Complètement. En fait, je n'ai pas le choix, parce que je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et donc, du coup, je travaille quand même 2 ans pour des sociétés diverses, Promo Vacances, Vitogaz, Free. Et à un moment donné, je me dis, OK, je vais reprendre. Et donc du coup je prends un bachelor, donc un bac plus 3 en commerce, où là je commence à rentrer dans la sécurité informatique. Donc je vais travailler pour Varonis et en même temps le week-end je continue à travailler pour Orange. Donc le travail, ça aussi, il faut pas lâcher. Ça continue. L'histoire ne s'arrête pas, clairement pas. Et donc du coup je travaille dans la sécurité informatique, je vais travailler pour Orange. En même temps le soir je fais chauffeur Uber. Je suis épuisé, mais ça vaut le coup. Je me dis ok, on fonce, on continue. Et donc, bac plus 3, je l'ai, je me dis, ok, super, bon, on va peut-être continuer. Il y a encore que 2 années à faire. Je postule chez Microsoft, on me fait venir à l'entretien. Déjà, on me fait venir à l'entretien. Déjà, pour moi, c'était exceptionnel. J'avais déjà réussi quelque chose. Ouais, qui était un de vos modèles. Ouais, complètement. Donc, j'avais déjà réussi quelque chose et entretien incroyable. On passe de ramener un objet qui vous représente, je ramène un Rubik's Cube à cette époque-là. Ensuite, je passe le premier entretien, le deuxième, et là, je commence à voir le bout. Je me dis, waouh, en fait, c'est en train de se passer. Donc, vous décrochez un job chez Microsoft. Complètement. Pour faire quoi? Pour une alternance sur la sécurité informatique, pareil. Je continue dans ce domaine-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens se seraient arrêtés là, en se disant, moi, c'était l'entreprise de mes rêves, ça y est, j'ai touché le Graal. Et je vais assurer le coup et rester, faire carrière dans cette entreprise. Mais non, oui, je repars à l'aventure. Ouais. Je reprends du risque. Dès que j'ai fini chez Microsoft, j'ai monté une première boîte avec un DSI, un échec. Et je me dis non, je ne vais pas lâcher. Et donc, je pense qu'à un moment donné, quand on a atteint un rêve, on se dit j'ai atteint la boîte de mes rêves, maintenant c'est à moi de créer la boîte de mes rêves. Et finalement, cette boîte-là, à mon image, je l'ai créée. Et j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui la créer et puis la run, on va dire tous les jours, je vais le dire en anglais, désolé, mais du coup, ouais, c'est le Saint Graal. Ouais. On a parlé des modèles qui vous ont inspiré, alors donc la figure de votre père, qui vous a dit vas-y fonce, quoi qu'il arrive. Les grands modèles américains, on a parlé des grandes sociétés, des entreprises américaines, donc les Bill Gates et Larry Page et compagnie. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous inspirent au quotidien? Complètement. Il y a à la fois, si je prends mes modèles africains, il y en a un qui s'appelle Vusi Thembakwaye, donc qui est sud-africain, qui a un business qui est assez incroyable autour des startups d'ailleurs. Il y a Tion Yang, dont je parlais tout à l'heure, parti du Sénégal avec 20 $ en poche apparemment. Et pourquoi ils vous inspirent ces 2 entrepreneurs? Parce que c'est vrai qu'ils ont une histoire à raconter. Alors c'est vrai que le storytelling derrière est assez important. Quand moi je regarde le storytelling d'un Vusi par exemple, je me dis ok, ça envoie. Ça envoie et c'est le modèle que je veux représenter demain. D'accord. Donc le storytelling, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez quotidiennement, ouais. Et pour le coup, je pense que là, on est sur un parfait exemple de storytelling. Et je pense que c'est la meilleure façon de raconter ces histoires impacte le monde entier et inspire le monde entier. Et ça, je pense que c'est... il ne faut pas le louper, ce coche-là. Ce personal branding et ce storytelling, il ne faut pas le louper. On l'a dit, vous avez 27 ans, ce qui est très jeune encore.
dans un parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important sur ces années? Partir tout seul, c'est bien. Partir entouré, c'est encore mieux. Quand on est entrepreneur, on est souvent tout seul. Et quand on est tout seul, on a tendance à s'enfermer dans quelque chose. Et je pense que s'entourer d'un très bon réseau pour accélérer et surtout se rassurer, c'est important. Là, je me rassure tout seul depuis le début. Bon, ça, vous êtes en train de le construire. En tout cas, vous avez une vision assez claire, apparemment, de ce chemin qu'il faut explorer. Merci beaucoup, Moussa, d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.